Ligne directe, au cœur de l'Europe. Une émission présentée par Nicolas Don. Bonsoir à tous, je suis Nicolas Don, vous êtes en ligne directe au cœur de l'Europe. Jeudi 30 avril, aujourd'hui donc, les parlementaires représentant les Français établis hors de France étaient réunis autour du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accompagné par son secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, et par Gérald Darmanin, ministre du Budget, pour apprendre que l'État allait débloquer 240 millions d'euros dans le cadre d'un plan d'urgence pour les Français de l'étranger. L'essentiel ira à l'éducation et aux familles. Cette annonce colle parfaitement à la question du jour. Quel est l'impact de la crise sur l'enseignement français à l'étranger? Quelles seront les conséquences de l'influence culturelle au quotidien des familles? C'est un débat que je vous invite ce soir entre Christophe Frassa, sénateur Les Républicains des Français établis hors de France, et Frédéric Petit, député MoDem des mêmes Français établis à l'étranger, plus précisément en Allemagne, Europe centrale et dans les Balkans. Messieurs, je suppose que pour une entrée en la matière, vous serez d'accord. C'est une initiative très attendue. Est-ce qu'elle vous satisfait, Christophe Frassa? C'est une annonce qui était attendue, qui était espérée depuis longtemps, et je pense qu'on peut se réjouir des annonces faites ce matin par les trois ministres, puisque nous avions des réunions régulières depuis maintenant presque 2 mois avec Jean-Baptiste Lemoyne et avec plus ponctuellement le ministre Le Drian. Et c'est vrai que nous avions chacun de nos côtés des remontées régulières par les différents établissements, par les différentes communautés françaises, et une attente se faisait. Et je pense que ces annonces sont arrivées au moment où il fallait vraiment faire un signe fort et un geste substantiel pour les communautés françaises. Et je pense que cette enveloppe de 240 millions était vraiment attendue et espérée. Frédéric Petit, justement, j'imagine que vous êtes très content et je vous attends sur le détaillement de cette enveloppe, justement, et sur le timing. Sur ces annonces, bien évidemment, on les attendait. Je n'ai jamais été inquiet sur le montant qui ferait l'unanimité des représentants de la nation et du gouvernement, parce que c'était à peu près clair qu'il fallait absolument faire quelque chose et que ces montants devaient être débloqués dans les termes où on les a connus ce matin. Je suis inquiet du comment, parce que maintenant, il va falloir tracer comment ces aides vont arriver à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons déjà fait des propositions avec notre groupe de travail, en particulier sur le fait qu'il faudra que cet argent aille à toutes les familles, pas uniquement aux françaises, et aille à tous les établissements, pas uniquement les quelques établissements qui sont gérés directement par l'État français. Donc c'est quelque chose qui ne fait que commencer. Donc oui, satisfait que les chiffres rejoignent ceux que j'attendais, mais le combat continue. Alors encore une fois, messieurs, quelle ventilation? Dans combien de temps et comment concrètement? La ventilation, ça va être 50 millions. On avait tout de suite mis l'accent sur le fait qu'il fallait faire un geste envers toutes les familles. Et donc, cette enveloppe de 50 millions va aller dans les deux directions. Donc, sur les 240, il y a 150 millions pour l'enseignement. Et donc, à l'intérieur de ces 150 millions, il y a 50 millions pour les familles françaises et familles étrangères. Et 100 millions sur le réseau proprement dit, c'est-à-dire les établissements les plus fragilisés et la structure porteuse, c'est-à-dire l'agence et les autres opérateurs qui auront besoin de financement pour pouvoir payer évidemment les personnels, payer les structures, c'est-à-dire les établissements, les investissements, le fonctionnement de toute la structure pendant cette période de crise. Alors, si je peux juste rajouter un allez-y, Frédéric Petit. Ces 50 millions sont annoncés comme des bourses, ou bien ça sera 30 millions de bourses plus 20 millions avec un autre outil que nous ne connaissons pas, 25, je ne sais pas, ou bien ça sera 50 millions de bourses. Et dans le cadre de l'aide aux établissements dont Christophe vient de parler, qu'on va retrouver un autre itinéraire pour aider les familles étrangères. Il ne s'agit pas uniquement d'un calcul, il ne faudrait pas présenter ça uniquement comme un calcul, il faut présenter ça comme un acte de solidarité. Soyons directs, soyons concrets. Faut-il ou pas payer les écolages pour ce trimestre? Ne pas payer les écolages sur ce trimestre, c'est mettre en danger les structures financières des établissements. Et c'est bien pour ça que le geste qui devra être fait par les établissements, par l'agence et avec
Ces 150 millions devra consister à pouvoir faire un geste, peut-être de ne pas faire payer peut-être la totalité, de prendre une partie de ces écolages à charge par les établissements pour ne pas peser trop sur les familles. Ce sont des modalités qui devront, à mon sens, être réglées au cas par cas. Mais dire aux familles qu'elles ne paieront pas le 3e trimestre, c'est déjà remettre en cause la solidité financière du système. Je rejoins tout à fait ce que dit Christophe sur le cas par cas. Chaque établissement va devoir avoir sa réponse pour aménager un certain nombre de choses et réduire des coûts. Il y a une chose qui est très particulière quand même sur ces frais d'écolage, c'est qu'on a 2 causes majeures et qu'il faut bien séparer. Il y a d'une part des familles qui ont tout perdu, et l'autre côté, c'est le côté je ne paye pas parce que le service que je reçois n'est plus le même. On n'est pas exactement dans un système d'enseignement public, on est dans un système qui est un enseignement public, mais qui est quand même payé à 60 à 80% par les familles. Et là, il faut être très précis. Dans le secondaire, généralement, les familles payent. Les familles sont satisfaites de ce qui se passe dans le secondaire. Et puis, plus on remonte, enfin, plus on descend les catégories de classe, plus on arrive dans des choses. Et à la maternelle, il faut absolument que notre réseau ait une réflexion d'ensemble sur l'après-Covid-19 à la maternelle. Le problème qui est posé à la maternelle, non pas par la difficulté, la crise économique, mais par le fait que les parents se demandent pourquoi payer puisque je n'ai plus aucun contact et que je ne peux pas faire de l'école maternelle par Internet, ça va être quelque chose qu'il va falloir traiter en tant que tel. On va prendre, messieurs, une question d'Allemagne du côté de Stuttgart avec Dominique Mir-Garrigou. Oui, justement, vous venez de parler d'aucune possibilité de travailler en ce moment dans les maternelles. Sur Stuttgart, ça marche. Sur Stuttgart, ça marche. Ils ont assuré depuis le début de la fermeture de l'école un travail par Internet, par des dossiers envoyés aux parents. Enfin, voilà. Donc, en fait, les enfants ont continué à être épaulés par leurs professeurs, leurs instituteurs. Enfin, voilà. Je lis une question d'Éric, mais je n'arrive pas à identifier. Est-ce que les écoles pourraient bénéficier des crédits bancaires garantis par l'État pour les entreprises? Éric Grasser, conseiller consulaire pour la Serbie. Dans les besoins du réseau, dans toutes ces écoles, ces 522 écoles, il y a effectivement des écoles qui disent « Bon, la crise, ça va, on va s'en relever, on est moins touché, etc. » J'ai eu le cas dans ma circonscription, dans certaines régions de ma circonscription. Et on a simplement besoin d'un relais de trésorerie. Et effectivement, ils peuvent se tourner vers les facilités de trésorerie qui existent dans beaucoup de pays. Et la question que nous sommes en train de travailler dans le détail, c'est est-ce que effectivement ces relais de trésorerie locaux pourraient être garantis par des relais de trésorerie que nous avons en France à l'international, par Proparco dans certains pays, par la BPI dans d'autres, par un certain nombre de choses qui permettraient à des acteurs locaux de s'appuyer sur leurs réseaux bancaires locaux pour passer la crise. Voilà. Quid de la fin des études, le bac, les diplômes? D'une manière générale, il semble qu'on s'achemine vers le même système à l'étranger que pour la France, c'est-à-dire contrôle continu. Le ministère de l'Éducation nationale a donné un cadre, mais qui sera maintenant, qui doit être appliqué maintenant dans tous les pays en fonction des diverses situations. Une question de François Roland Boubaye. Pouvez-vous préciser comment vont être utilisés les 100 millions d'euros pour le fonctionnement, alors il y a des guillemets, de la structure? Est-ce uniquement pour les mesures Covid-19, masques et autres, ou des budgets de fonctionnement courant des écoles? Cela vient des Pays-Bas. François Boubaye. Alors, sur ces 100 millions, ce qui est clair, c'est que ça doit aller à tous les établissements et pour 3 catégories de besoins. Je les répète, le besoin de soutien des familles qui sont dans la misère. Le deuxième, c'est le soutien pédagogique, c'est-à-dire il faut retrouver une pédagogie, peut-être enrichie par tout ce qu'on a découvert sur l'enseignement à distance. Et troisièmement, la sécurité sanitaire. Ce qui est clair, c'est que ces 100 millions, nous souhaitons qu'ils soient passés par les postes, c'est-à-dire que ce soit les postes pays par pays. Nous allons demander aux postes de faire un plan sauvegarde
dans chaque pays, les postes, ça veut dire les ambassades, dans chaque pays, de dire, voilà, moi, dans mon pays, j'ai un très gros problème sur ce sujet-là, ce sera plus simple ici, et j'ai besoin de temps. Et c'est en consolidant l'ensemble des demandes des postes que nous devrions arriver à voir comment nous allons utiliser ces 100 millions. Ces 100 millions, c'est vraiment, et le ministre l'a dit, et je pense qu'on était tous satisfaits d'entendre le ministre Le Drian le dire ce matin, c'est vraiment pour l'ensemble des établissements, c'est-à-dire tout statut confondu. Là-dessus, on peut dire que c'est une victoire collective de l'ensemble des parlementaires. Sur la ventilation, c'est vrai que de confier ça aux postes diplomatiques et consulaires, ça permet de ne pas avoir, j'allais dire, déjà ce qu'on peut qualifier en temps de crise d'effet d'aubaine pour certains établissements qui pourraient se faire de la trésorerie sur le dos tout simplement du contribuable, et donc de garantir qu'on réponde au plus juste, parce que malgré tout 240 millions d'euros et ces 150 millions et encore plus ces 100 millions d'euros, ce n'est quand même pas non plus une somme énorme qu'il va falloir quand même tailler les besoins au plus juste à travers les 522 établissements scolaires à travers la planète. Donc, de remettre cela entre les mains des ambassadeurs et consuls généraux, c'est faire un peu le parallèle de ce que l'on fait en France avec les préfets dans les départements. Question très concrète qui nous vient de Hongrie, Jeanne Dubar. En pratique, comment les établissements vont pouvoir aider les familles non françaises? Le problème, ce n'est pas le combien. Le combien, on était à peu près tous d'accord et on savait que ça allait tomber comme ça. Mais aujourd'hui, effectivement, si on passe par les établissements, ça devient beaucoup plus facile. Mais l'intérêt de passer, et l'exemple de la Hongrie est un magnifique exemple, l'intérêt de passer par les postes, c'est qu'on peut calibrer. Ce qui est important, c'est la granulométrie de cette aide. Il va falloir vraiment qu'on descende et qu'on descende au niveau des postes pour avoir quelque chose de très calibré. Question de Bucarest d'un conseiller consulaire, Christian Lemaître, qui est conseiller consulaire en Roumanie. Quel rôle justement pour les conseillers consulaires dans ce plan d'urgence que nous évoquions tout à l'heure? Pour moi, l'idéal et la logique serait que si ça passe par les ambassades, il doit ouvrir un mois réunion du conseil qu'on appelle le conseil éducation, au moins réunion autour de l'ambassadeur pour établir les besoins, on les fait remonter, puis après on les distribue. Et on est en transparence complète sur toute la ligne. Christophe Frassa. Je pense que le parallélisme des formes devrait logiquement amener les ambassadeurs et les consuls à s'adjoindre les conseillers consulaires dans les pays pour réunir un comité consulaire sur ces questions qui sont primordiales pour la communauté française et se réunir pour voir, après avoir recensé les besoins des établissements pays par pays, de réunir le comité consulaire et de faire une réunion spécifique pour la ventilation des crédits une fois que les remontées seront faites par les établissements sous la présidence de l'ambassadeur et du consul général, puisque c'est eux qui détiendront l'enveloppe budgétaire. Autre question, qu'en est-il du dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l'étranger, les staffs par exemple? Les staffs, on parle d'1,9 million, effectivement. Donc là, on parle de 240 millions. Hein. Oui. 1,9 million pour les staffs. Les staffs, il y a une quinzaine de jours, le ministre a considéré que nous n'aurions pas le temps de faire une vraie campagne de staff avec des demandes par les associations qui sont confinées. Il a décidé, un peu d'autorité, d'affecter la somme 2020 des staffs aux centres médico-sociaux, d'une part, qui sont pour les Français à l'étranger, et aux OLES, c'est-à-dire aux œuvres sociales, toutes les associations qui sont des œuvres sociales qui sont répertoriées, et de dire, bon, on ne va pas faire une campagne complète avec tous ceux qui veulent, mais cette année, on va l'affecter comme ça. Et ça vient évidemment se mettre dans un grand pot. On pourrait dire qu'aujourd'hui, au lieu, on n'a pas 240 millions, on a 241,9 millions. Moi, je trouve un peu dommage, surtout que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de société d'entraide, d'association de bienfaisance, et encore moins de CMS. Et donc, du coup, on se retrouve dans des pays qui ont de forts besoins d'aide sociale, avec aucune association qui pourra bénéficier de ce 1 900 000 pour une aide sociale de terrain par des associations qui œuvrent dans ce sens. On aurait pu tout simplement laisser des associations qui œuvrent au bénéfice de Français en difficulté
faire des dossiers et d'aider, ça n'enlevait rien à l'enveloppe qui, elle, est gigantesque de 240 millions. J'ai trouvé que c'était, comme l'a dit Frédéric, un peu un acte d'autorité. Rappelons, Christophe, quand même, que l'aide pour les associations et l'aide sociale est passée de 16 à 66 millions. Quand même. Oui, voilà, mais c'est pour ça que ça n'enlevait rien aux petites associations qui auraient pu faire quelque chose à leur niveau et qui était quand même appréciable. Parce que le budget des alliances est en danger. Les alliances sont en danger, le réseau culturel est en danger. Je crois qu'il y a deux enjeux dans les alliances françaises. Il faut que cette crise finisse la modernisation des alliances françaises. Mais il va y avoir un besoin de trésorerie des alliances françaises évident, pas énorme, hein, parce que ce n'est pas des grosses machines, mais il va falloir le faire. Et ça ne pourra passer que par les ambassades et par de la mécanique juridique locale qui va être parfois compliquée dans certains pays. Je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, on n'a pas le droit d'être subventionné, association, on n'a pas le droit d'être subventionné par l'étranger. Sur les alliances, moi j'ai quelques cas. Il y a des réseaux qui sont très importants pour le pays et pour la France. Je pense principalement au réseau des alliances à Madagascar. Madagascar, c'est un réseau énorme en termes d'alliances, énorme par sa densification, parce que nous avons énormément d'alliances qui sont des toutes petites alliances, mais aussi des grandes alliances comme celle de Tananarive, de Tamatave, mais qui sont vraiment en danger parce qu'elles sont à l'arrêt. Les petites alliances, elles, arrivent à passer peut-être le cap sur le plan économique de la crise parce qu'elles reçoivent peu d'étudiants, mais les grandes alliances qui sont à l'arrêt, elles vont subir des pertes en termes financiers qui sont énormes. Et donc là-dessus, il va y avoir un soutien financier à apporter. Donc on a vraiment des problématiques qui vont être différentes de celles de l'enseignement français à l'étranger, mais ça va faire l'objet de, je pense, peut-être dans le prochain projet de loi de finances rectificatif, de crédit à devoir prévoir pour pouvoir aider tout le réseau, de culture, d'influence que sont les instituts français et les alliances françaises. Un dernier mot sur l'audiovisuel, peut-être tous les deux, qui est peut-être au jour d'aujourd'hui le plus important de tous, car le plus rapide. Il y a deux choses sur l'audiovisuel. Il y a d'une part qu'on est en train de faire tomber des barrières, donc c'est bien, on a fait tomber des barrières de droits commerciaux, etc. Et c'est intéressant parce qu'on a senti qu'il y avait un intérêt à ce que sans dépenser un euro de plus, la France puisse faire partir un certain nombre d'émissions à l'étranger, en particulier les émissions éducatives. Mais par contre, il y a deux choses qui sont fondamentales dans l'audiovisuel extérieur et qui sont un peu concernées par la crise, c'est RFI. RFI, ce sont aussi des émetteurs. Donc, en Afrique, ça va être une denrée, quelque chose de très important pour ressortir et pour rassembler les gens, pour avoir une politique de communication correcte. Et la deuxième chose, c'est le CNI, c'est-à-dire nous avons, dans l'audiovisuel extérieur, nous avons un centre de coopération journalistique qui fait un travail extraordinaire et qui, là, est vraiment, lui, va prendre de l'importance énorme dans cette crise, qui est aussi une guerre de l'information. Donc, d'aller développer qu'est-ce que ça veut dire être un journaliste en France et de le porter à tous les points de la planète, c'est quelque chose qui va devenir crucial, en particulier en Afrique. Christophe Frassa, est-ce que vous partagez cette analyse? L'enjeu, on le voit parce que des barrières sont tombées grâce au programme éducatif qu'on a pu diffuser et qu'on diffuse toujours en ce moment grâce à l'audiovisuel extérieur, mais sur l'enjeu du journalisme et de la liberté de parole, la liberté d'expression, c'est un enjeu que l'on voit à une époque où la crise sanitaire qui induit forcément des crises politiques dans certaines parties de la planète, la voix que porte l'audiovisuel extérieur de la France permet aussi dans certains pays cet espace d'expression qui se réduit dans une partie un peu importante de la planète, et on a un enjeu là-dessus à faire monter en puissance. Oui. C'est la fin de cette émission. Vous étiez en ligne directe au cœur de l'Europe. Merci de nous avoir suivis. Nous attendons vos questions, vos suggestions, vos commentaires et vos critiques naturellement sur notre page Facebook et sur www.rfi.ro.
Nouveauté à partir de lundi prochain, vous pouvez nous retrouver également sur la chaîne YouTube Ligne Directe Europe pour un résumé de toutes nos productions. Restons ensemble, à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ligne Directe, au cœur de l'Europe. Une émission présentée par Nicolas Don.